pourquoi est-ce que des cyberattaques se produisent dans une campagne politique? Après tout, on peut se poser la question, ça s'est produit dans les campagnes américaines, ça ne s'était en effet pas produit en France. Pourquoi est-ce que ça se produit dans une campagne politique? Les données que possèdent les mouvements politiques ou les partis politiques ne sont pas d'une sensibilité extrême, évidemment. C'est pas parce que vous avez votre nom ou votre adresse mail dans une base de données d'un parti politique que vous êtes soupçonné de je ne sais quoi. Il n'y a pas de données sensibles financières. En tout cas, chez En Marche, il n'y en avait pas puisque l'adhésion était gratuite. Donc, on ne demandait jamais ni de coordonnées bancaires, ni de numéro de carte de crédit, ni rien. Nous, on ne vend pas de produits. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de secret de fabrication, il n'y a pas de R&D, etc. Donc, qu'est-ce qu'on vise quand on attaque de façon cyber une campagne politique? Évidemment, on cherche à créer une brèche de confiance. Et je pense qu'en fait, fondamentalement, c'est ce qui rapproche le monde politique du monde de l'entreprise. Vous avez parlé tout à l'heure de crise de l'autorité. Ce qu'on cherche quand on attaque une campagne politique et quand on est un hacker dans ce domaine-là, c'est à créer une crise de confiance, c'est-à-dire à aller chercher dans le ventre de la campagne des éléments qui, bien utilisés, bien détournés, bien manipulés, vont semer le doute chez, évidemment, non pas les clients, mais les électeurs, et feront montrer d'une certaine manière l'envers du décor pour dire, voilà, vous voyez, ces gens-là qui vous présentent une image, qui ont une communication, qui travaillent à vous inspirer confiance, ne méritent pas cette confiance. Et en fait, évidemment, à ce moment-là, quand je dis que c'était un peu en panique, c'est qu'on se dit qu'on se sent évidemment digne de la confiance qu'on demande aux électeurs, mais on se dit, est-ce qu'il y a dans ce qu'on a dit, dans les données qui nous ont été volées, des éléments qui, bien utilisés ou bien manipulés, peuvent en réalité supprimer cette confiance? Et c'est là le problème, c'est que je pense qu'en fait, là, c'est là que se pose le problème de la communication sur les cyberattaques. Trop communiquer, c'est-à-dire communiquer trop proactivement, les gens vont aussi se mettre à paniquer en se disant mais en fait, ils ont l'air de pas être très sûrs de leur coup, peut-être qu'ils surcommuniquent précisément parce qu'ils se disent que on va avoir des révélations qui vont les mettre en difficulté. Sous-communiquer, c'est exactement la même chose. Et on se dit, alors ils sont victimes d'une attaque, c'est quand même quelque chose d'un peu exceptionnel et d'un peu déplaisant. Et en même temps, ils semblent le prendre à la légère. Etc. Donc nous, ce qu'on a fait, on a fait deux choses. D'abord, on a pendant la nuit analysé les données qui nous avaient été volées. C'est-à-dire qu'on a qualifié les données volées et on a parcouru rapidement. Enfin, pendant quelques heures, et je vous rappelle que c'était pas très loin du second tour, donc on n'avait pas beaucoup de temps, puisque c'était le soir avant la trêve du deuxième tour, c'est-à-dire le vendredi. Et le samedi, on ne peut pas communiquer. Donc, on était dans un timing de communication particulièrement serré. Donc, la première question, c'est qu'est-ce qu'on nous a volé? Qu'est-ce qu'on nous a pris? Et donc, on a descendu les contenus et on s'est rendu compte que c'était des contenus en effet inoffensifs, c'était des échanges de mails et que bon évidemment il y avait des blagues d'un goût qu'on peut apprécier plus ou moins, mais néanmoins il n'y avait pas de données particulièrement difficiles, il n'y avait rien, il y avait des données notamment il y avait toute la boîte mail du trésorier de la campagne, enfin sur les aspects financiers, on nous avait volé des fichiers de donateurs, etc., etc. Bon, c'est pas ça pose problème, j'y reviendrai, mais il n'y avait rien de problématique fondamentalement en termes de confiance. Ensuite, on a évidemment essayé de réparer ça, de réparer nos systèmes pour que tout ça redémarre le plus vite possible. Et puis, enfin, on a communiqué. Alors, on a communiqué comment? On a communiqué vis-à-vis des électeurs, évidemment, en disant qu'on avait été victime d'une cyberattaque, qu'on traitait ça, que c'était un phénomène évidemment exceptionnel, mais évidemment très révélateur aussi d'un climat de campagne et d'un climat politique qu'on avait vu d'une manière générale se dégrader, et en particulier parce qu'il y avait eu un précédent, je vous le rappelle, mais je ne vais pas épiloguer là-dessus, c'était au débat de l'entre-deux tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, quand Marine Le Pen avait fait allusion au fait que le candidat Macron avait ou aurait, ou que se passerait-il si on découvrait qu'il avait un compte en banque aux Bahamas, chose qui a donné lieu dans l'heure qui suivait le débat de l'entre-deux tours, en fait, à une campagne sur Internet avec un faux document attestant que Emmanuel Macron aurait un compte aux Bahamas. Donc là, il y avait déjà eu une première vague qui n'était pas une cyberattaque, mais qui était une campagne digitale de diffamation et de dénigrement. Et donc, nous, on a fait levier sur ce premier épisode pour expliquer le deuxième. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, on a communiqué vis-à-vis de nos donateurs en interne en disant il est possible que votre identité apparaisse comme ayant été donateur de la campagne et d'une certaine manière, il faut en faire votre deuil.
Mais si on leur avait rien dit, si on les avait pas prévenus, ils auraient légitimement pu nous en vouloir. Donc, on n'a pas, je dirais, soigné l'éventuel problème que ça pourrait poser pour eux, mais néanmoins, on a fait un travail d'information. Et dernier aspect de ce qu'on a fait, on a lancé un appel à la responsabilité auprès des médias. Puisqu'on était juste avant la période de silence avant le deuxième tour, on a demandé aux médias de prendre avec beaucoup de précautions les données qui pourraient leur être adressées dans le cadre de cette cyberattaque. Et je pense qu'en fait, et c'est pas du tout pour dire qu'on a qu'on a pris les bonnes décisions à ce moment-là, mais en fait, c'est assez caractéristique probablement de choses qu'on peut faire dans le cas d'une cyberattaque quand il s'agit de communiquer. Les donateurs, c'est à la fois, c'est un peu vos clients, si vous voulez, d'une certaine façon. C'est aussi un peu de la communication interne. Et donc, je pense qu'en fait, et c'est là que je rejoins beaucoup ce qui a été dit, il y a un moment où la confiance, c'est aussi quand on est factuel. C'est-à-dire que quand on cherche à doser la communication, ça je pense que c'est extrêmement important de se dire qu'en fait quand on est cyberattaqué, il faut évaluer les dommages, mais il faut aussi d'une certaine manière adapter la communication au niveau de dommage. Et c'est là que je rejoins tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure. Il me semble que dans une cyberattaque, pour communiquer de façon adaptée, il faut avoir la typologie des cyberattaques. C'est-à-dire qu'une cyberattaque ne ressemble pas toujours à une autre. Donc il faut savoir le niveau de dégâts qu'on subit. Ça, c'est très important. De ce que vous disiez tout à l'heure, par exemple, en comparant ça avec les incidents nucléaires, me paraît extrêmement pertinent. Il faut qu'on soit capable de qualifier le niveau de dommage causé par une cyberattaque. Et ça, c'est le premier élément. Et deuxièmement, il faut qu'on soit capable aussi de mesurer l'intention de cette cyberattaque. C'est pas la même chose si c'est une rançon, c'est pas la même chose si c'est un leaking, c'est pas la même chose si c'est de l'espionnage, etc., etc. Et donc, à partir de là, je pense qu'en effet, quand on prépare, nous, on n'était pas du tout préparés pour vous le dire, mais en fait, en y réfléchissant, je pense que évaluer les dommages et qualifier, au fond, l'intention de la cyberattaque, c'est fondamental pour engendrer une communication qui soit factuelle, c'est-à-dire qui soit basée sur une estimation que l'entreprise fait, ou en l'occurrence c'était un mouvement politique que l'équipe de campagne faisait, en tout cas l'estimation de la gravité du sujet. Parce qu'en fait, il y a des cyberattaques graves et des cyberattaques pas graves. Il y a des cyberattaques qui sont conçues comme un coup fatal à l'entreprise. C'est-à-dire il y a des cyberattaques qui sont faites pour vous tuer, en fait. Et il y a des cyberattaques qui sont faites juste pour vous abîmer ou pour vous soutirer de l'argent. Et ça, je pense que c'est extrêmement important qu'en interne dans l'entreprise, tout le monde soit parfaitement conscient qu'il y a une gradation dans le dommage, il y a une gradation dans les conséquences. Pourquoi je dis ça? Pour deux raisons. D'abord parce qu'en interne, ça évite de paniquer. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable d'avoir un schéma qui évite aux gens de stresser. C'est-à-dire que c'est toujours pareil en situation de crise, mais là, la cyberattaque ayant une dimension un peu plus, disons, nouvelle et un peu plus énigmatique qu'un mauvais article dans la presse ou un produit avarié qu'on a malheureusement mis en rayon, c'est plus mystérieux, c'est plus difficile, c'est plus ésotérique pour beaucoup de gens qui ont des responsabilités dans l'entreprise à tous les niveaux de l'entreprise. Et donc, il faut qu'on soit capable de construire un discours sur le niveau de gravité du sujet. Et deuxièmement, il faut qu'on soit capable d'anticiper les conséquences. Je prends un simple exemple. Et j'en finirai là, mais si vous constatez que des données sensibles ont été volées et que ces données vont être diffusées, soit sur les réseaux sociaux, soit dans une presse complaisante, soit sur Internet, etc., il faut quand même être capable, à ce moment-là, très rapidement, de concevoir une contre-attaque. C'est-à-dire qu'on ne peut pas communiquer sur quelque chose de, comment dirais-je, de générique. Il faut aller très vite spécifier le dommage. Et c'est là, je pense, que se joue la communication. Et encore une fois, au cœur de ça, il y a la confiance. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour baratiner vos contreparties, vos stakeholders, sur c'est bien, c'est pas bien, mais on voulait pas faire ça, etc. Vous allez être mis face à une réalité. Je vous donne juste une chose très simple. Dans la campagne, il y avait des gens, comme vous le savez, très jeunes, dont la boîte mail a été intégralement leakée sur Internet et qui, aujourd'hui encore, est sur le site Wikileaks. Et il y a l'intégralité de leur boîte mail personnelle, avec leur vie dedans, leurs amours, leurs histoires de famille, leurs sujets professionnels, leurs amis, etc. Vous imaginez bien que ça n'est pas transformable en communication. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, bah oui, quand il dit du mal d'un tel ou quand il largue sa copine par mail, etc., c'est formidable, parce qu'en fait, on ne peut pas le contextualiser. Donc, c'est une communication différente. On ne peut pas faire du storytelling sur ce qui est pris par une cyberattaque. Et c'est ça, je crois, la grande
problématique de la cyberattaque, c'est que ça vous met face à vous-même. Et vous n'avez pas, en fait, l'espèce de cran de sûreté qui consisterait à dire, mais en fait, je vais pouvoir minimiser, ou je vais pouvoir enjoliver, ou je vais pouvoir contourner l'obstacle d'une manière ou d'une autre, parce que là, vous êtes dans le dur de ce que vous êtes ou de ce que vous avez fait. Et vous êtes dans le dur de votre réputation, vous êtes dans le dur de la vie de vos clients, vous êtes dans le dur de ce que vos employés ou vos salariés savent ou pensent de l'entreprise. Et donc, c'est une communication extrêmement, c'est pour ça que je le redis, de confiance. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être capable d'affronter de façon très simple et très factuelle des éléments qui peut-être ne vont pas vous plaire et qui peut-être ne vont pas plaire à vos contreparties. Et c'est là que le collectif est essentiel, et j'en finirai là. Je pense que le collectif est essentiel, on l'a dit beaucoup, pour préparer évidemment cette communication qui souvent en effet est une communication de crise. Mais je crois que le collectif est encore plus essentiel, et ça c'est vraiment la leçon que j'ai retirée de la campagne. Le collectif est essentiel parce que c'est un moment très dur. C'est un moment en réalité de révélation de choses que vous ne vouliez pas révéler, même si ce n'est pas forcément critique. C'est un moment où vous êtes mis face à vous-même. C'est un moment, moi je vous donne un exemple, il y a une boîte mail qui a été hackée dans l'équipe de campagne, où on voyait bien que la personne qui avait cette boîte mail avait parfois des propos un peu légers, etc. Mais ce qui a beaucoup joué à ce moment-là, c'est la solidarité de l'équipe. C'est-à-dire le fait que personne n'est mis en cause, que personne, dans une crise comme celle-là, à personne, on va dire, mais voilà, tu as raconté des conneries, c'est à cause de toi que tout ça se produit, ou bien c'est parce que tu as mal maîtrisé ta communication, tu as mal protégé tes données, etc. Je pense que là, c'est vraiment toute l'entreprise qui est embarquée, et qu'au-delà des process, au-delà de la question même de comment on traite, comment on communique, il y a vraiment une question que les comités exécutifs doivent comprendre, et qu'on n'est plus dans les silos, qu'on n'est pas chacun dans son coin en attendant que ça se passe. Tout le monde est à bord, en fait. Et c'est un peu la différence entre une communication de crise qui serait une espèce de lien entre le patron de la business unit et puis le directeur de la communication, la directrice de la communication. On est vraiment sur un enjeu qui embarque la totalité de l'entreprise. Et donc, il faut que dans la préparation de ces crises-là, on soit très attentif à la dimension collective. La cyberattaque, c'est très dur, ça concerne toute l'entreprise, ça concerne tout le monde, et ça embarque la confiance que vos clients ont en vous, mais aussi la confiance que vous avez les uns vis-à-vis des autres au sein de la même entreprise. Et ça, je pense que c'est la partie la plus éprouvante probablement de ce genre de crise. La dimension, comment est-ce qu'on maintient le collectif et la solidarité du collectif est une dimension un peu intangible, moins facile à caractériser qu'un process, mais je crois que c'est quelque chose de psychologique auquel les COMEX doivent aussi se préparer.